Savais-tu qu'il y a 88% des résolutions qui sont prises au Nouvel An qui sont abandonnées après seulement 2 semaines? Pourquoi? Parce que souvent, on se lance des objectifs qui sont pas réalistes puis qui ne cadrent pas avec notre style de vie actuel. Fait que s'il y a une seule résolution là, que je te suggère de prendre en 2025, c'est d'arrêter cette mentalité-là de tout ou rien, puis plutôt de viser l'équilibre. Donc, fini les excès, allô la constance. C'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'application Constance. Constance, c'est une application que j'ai eu la chance de tester. Puis, dans les dernières semaines, là, et ça regroupe le bien-être sous toutes ses formes. Que ce soit ta santé physique, ton alimentation, ta santé mentale, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est une communauté qui est engagée, qui prône l'équilibre, le bien-être, puis qui se motive au quotidien. Après 2 mois d'essai, là, je trouve que c'est une application qui est vraiment conviviale. Il y a beaucoup d'options pour chacun de tes besoins. Quand je sortais prendre une marche, je pouvais écouter un podcast. Sinon, si j'avais envie de me détendre, je pouvais faire une méditation. J'ai aussi écouté plusieurs des conseils financiers. J'ai fait des entraînements. C'est vraiment complet. J'ai vu les bienfaits, puis ce que j'aime surtout, c'est le fait que peu importe où tu es, tu peux utiliser l'application. Tu n'as pas besoin d'un abonnement à un gym, par exemple, ou sur plusieurs autres plateformes. Tant que tu as ton téléphone avec toi, tu peux utiliser l'application Constance. Donc, si tu as envie d'essayer l'application, je t'offre un code de promo exclusif, Inspire-toi 15 pour 15% de rabais sur ton abonnement. Le lien va être dans la description. Merci, Constance. La saison 4, c'est une saison qui est chargée en nouveautés. Donc, en collaboration avec la compagnie La Clos Locaux, on a conçu une collection Inspire-toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 premiers items de la collection. C'est 3 verres qui ont été conçus par Chloé. Puis, chacun de mes invités là, vont en recevoir un, puis vous allez les voir prendre leur breuvage tout au long de la saison dans les verres. Donc, premièrement, vous avez celui-là ici, qui est le verre que j'appelle musicien, dans le fond, pour les passionnés de musique ou les musiciens. Il y a plein d'instruments dessus. Il est vraiment mignon. Sinon, vous avez le deuxième, là, si vous aimez prendre votre café glacé ou autre boisson là, dans un verre qui vous motive. Il y a plein de petites quotes. Il est marqué « Inspire-toi » dessus, « Sois ta priorité » et tout ça. Fait que c'est vraiment mignon et inspirant. Puis, le dernier verre, c'est un verre qui vous invite à créer des souvenirs. C'est un petit Polaroid là, avec une photo qui sort, puis c'est marqué « C'est le temps de créer des souvenirs ». Donc, si vous avez envie là, de vous procurer un des items de la collection, il va être disponible sur le site de La Clos Locaux. Je vais mettre le lien dans la description. Puis, au courant de la saison, là, il y a d'autres items qui vont être ajoutés que je vais vous présenter plus tard. Donc, merci Chloé de La Clos Locaux pour son travail. Elle a travaillé vraiment fort, puis pour la belle collaboration. Chaque saison, j'essaie d'apporter des améliorations au podcast. La saison dernière, c'est les visuels d'Inspire-toi qui ont été changés. Puis cette saison-ci, je lance enfin le Patreon d'Inspire-toi. Je voulais attendre d'avoir le bon moment pour le lancer, mais aussi qui fit avec l'image d'Inspire-toi. Puis c'est le moment avec les nouveaux visuels et tout ça. Donc, si vous voulez voir des épisodes en avance puis avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez vous rendre sur Patreon. Vous allez retrouver 3 différents niveaux. Le premier, supporteur inspiré. Ambassadeur d'inspiration pour le 2e et visionnaire inspiré pour le 3e. Donc, si vous voulez connaître là, les détails de chaque niveau, vous pouvez vous rendre sur Instagram dans le highlight Patreon ou vous rendre directement là, sur le lien qui est dans la description. Donc, on se retrouve sur Patreon. On se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Inspire-toi et aujourd'hui, je reçois Alexandre Demers qui est derrière le podcast Finance 360 puis aussi l'auteur du livre Les règles du jeu. Allô Alexandre? Salut. Ça va bien? Bien toi? Oui, je te remercie d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Fait que avant qu'on commence, là, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours. Toi, mettons, tu sais, as-tu fait des études en finance? Est-ce que ça sort de nulle part cet intérêt-là? Parle-moi de ton initiation aux finances. La première fois que j'étais intéressé par la finance, c'est... Dans le fond, j'ai commencé par un bac. J'étais en administration des affaires, concentration finance. Puis c'est là que j'ai connu un peu la comptabilité, les éléments de finance de base. Mais c'est pas ça réellement qui m'a amené vers l'investissement en bourse. Ça s'est développé au fil du temps. Puis c'est plus un apprentissage autonome, là. J'ai appris ça de mon bord avec les livres, les vidéos sur YouTube. Mm-hmm. Donc c'était vraiment comme...
je l'ai appris de mon propre côté, si tu veux. Oui, de ton propre gré. Puis, dans le fond, quand tu t'es lancé dans les finances, à la base, c'était pour ton bien-être personnel, là, c'était pas pour en faire profiter les autres, là, je suppose? Bien, ça a découlé, en fait, j'ai commencé comme entrepreneur, j'ai lâché mon travail, j'ai bâti une première business, puis là, l'excédent du cash flow, je voulais le faire fructifier. Fait que ça m'a amené vers l'investissement en bourse. Okay. Puis dans ce temps-là, ben, c'était quand même assez méconnu, là, plus que maintenant. J'utilisais une plateforme de courtage en ligne. Dans le temps, c'était Questrade. Puis là, je pouvais gérer moi-même mes placements, comme avec mon CELI autogéré, le REER, tout ça. Puis au fil du temps, ben, en 2019, j'ai démarré le podcast Finance 360 où là, l'idée, c'était vraiment de démocratiser la bourse, l'économie, les finances personnelles, l'entrepreneuriat, etc. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, là, avant qu'on tourne, moi, c'est mon frère qui m'a initié à ta plateforme. Il écoute vraiment tous tes podcasts religieusement. Puis ce que j'aime le plus des épisodes que j'ai écoutés jusqu'à présent, c'est le fait que tu vulgarises vraiment bien les finances. Je trouve que c'est un domaine qui est encore... je veux dire, comme mystérieux, là, dans le sens que il y a tellement des mots compliqués. Là, c'est stressant. Les investissements en bourse, c'est quelque chose qui fait ultra peur. Fait que je trouve ça le fun que toi, t'amènes ça d'une façon où est-ce que tu comprends. Puis, tu sais, si on comprend pas, t'es vraiment une personne qui est accessible aussi pour répondre aux gens. J'essaye. Oui. Bien, c'est sûr que tu as beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y a pas vraiment d'éducation à l'école sur les finances? Bien, justement, je trouve qu'il y a un manque d'éducation financière, autant les affaires de base comme déclaration d'impôt. La plupart des gens ne comprennent pas c'est quoi leur taux d'imposition, de où ça sort, toutes les cotisations sociales comme le régime des rentes du Québec, l'RQAP, tout ça. Fait que là, tu arrives, puis il y a des gens qui pensent qu'ils payent 50% d'impôts quand c'est pas le cas pantoute. Il y a un manque de connaissances au niveau des comptes enregistrés. Là. C'est quoi les avantages fiscaux du CELI, du REER, du R3E, tous ces éléments-là que... Beaucoup de gens vont penser, par exemple, que le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Ça, c'est son nom, mais dans la vraie vie, ça devrait être un compte de placement libre d'impôt. Faut pas juste mettre des liquidités là-dedans puis mettre un taux d'intérêt minime. Le but, c'est d'utiliser le CELI pour faire fructifier son argent à l'abri de l'impôt. Mais là, on parle de tous les types de revenus de placement. Les intérêts, dividendes, gains en capital. Ça veut dire que si, à ta retraite, tu es rendu avec 1 million... Ben, tu te vires 1 million dans ton compte puis tu payes pas une scène d'impôt. Là. Là, ce que tu veux dire par le CELI à intérêt minime, c'est, mettons, j'ouvre un CELI avec ma caisse qui me donne genre 2 %. Ben, en fait, c'est parce que, de prime abord, sur un CELI, tu auras un taux d'intérêt un petit peu plus élevé que des comptes d'intérêt de base, mais c'est pas du tout l'utilité d'un CELI. Encore une fois, tout dépendamment, c'est quoi ton horizon de placement. Si tu veux... épargner une mise de fonds pour une maison, ben là, avec le CELIAP, on va se diriger vers ça maintenant qu'il y a un nouvel outil. Mais c'est, dans le fond, ton objectif est quand? C'est quoi ton horizon de placement? Puis c'est ça qui va définir dans quoi tu devrais investir. Mais c'est rarement pour mettre des liquidités à des taux d'intérêt minimes. À partir de quel âge tu penses qu'on devrait faire une éducation financière? Au secondaire, je pense que déjà, tu pourrais aborder des concepts de base, au moins des concepts au niveau de l'économie. Dans mon temps, il y en avait un peu, mais c'était très limité. Puis, tu peux aborder la bourse, c'est quoi? Parce que beaucoup de monde, OK, on investit en bourse. C'est quoi des fonds? C'est quoi des actions, c'est quoi? C'est des parts d'entreprises cotées en bourse. Il y a beaucoup de monde que c'est comme pas concret, cet élément-là. Mais dans le fond, la bourse te permet d'acheter des parts d'entreprises multinationales puis d'avoir une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes ou de profiter de leur croissance dans le temps. Ça va bien, là, ça peut crasher aussi, mais l'idée, c'est que juste de comprendre c'est quoi la bourse, déjà, ça va faire moins peur que si tu te lances là-dedans puis que pour toi, c'est juste des actions avec des prix qui montent puis qui descendent. Oui, mais tu vois, moi, au collège, j'ai vraiment pas étudié en finance, là, mais j'avais un cours de comptabilité. Puis, dans mon cours de comptabilité, le prof en parlait un petit peu de la bourse, mais la façon qu'il en parlait, c'était un peu comme si on avait déjà des notions de base. Fait que moi, jamais que je me suis embarquée dans les simulations qu'il voulait faire parce que j'étais comme, eh mon Dieu, ça fait peur. Je te dirais que je commence à m'y intéresser, puis c'est pas que je voulais pas m'y intéresser avant, je voulais m'y intéresser, mais ça faisait peur. Puis là, ben, je me sens tellement démunie, mettons, par rapport à mes connaissances. Puis je pense que quand tu sors de l'école, c'est ta job à toi d'aller t'éduquer. T'sais. Absolument. Sauf que on dirait que des fois, tu sais pas trop par où commencer.
on entend souvent que le domaine des finances, c'est un domaine plus d'hommes. Je pense que c'était vrai. C'est encore un petit peu d'actualité, mais qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'y intéressent. Puis je trouve ça important que les femmes, on fasse nos devoirs. Parce que moi, je trouve pas ça normal que tu laisses toutes les finances à ton chum puis tu fasses comme, ben moi, je connais pas ça, fait que c'est mon chum qui s'occupe de ça. Mais surtout, c'est la minute que tu te sépares, là, il se passe quoi? Là, je veux dire, c'est lui qui gérait tous les comptes payables, c'est lui qui gérait les investissements, il disait quoi faire, il gérait le budget, puis là, t'arrives, puis t'es comme pris au dépourvu. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, autant fille que homme, que n'importe qui, tout le monde devrait s'éduquer sur les finances. Je veux dire, l'argent, c'est un peu à la base de tout. T'sais, oui, la santé, c'est important, mais pour être en santé, des fois, ça prend des soins de santé, puis il faut que tu payes avec de l'argent. Fait que, juste comprendre en partant c'est quoi de l'argent, comment en faire, comment la faire fructifier, c'est quoi l'impact de l'inflation sur ton pouvoir d'achat avec ton argent. Il y a tellement d'éléments à comprendre, puis homme, femme, je pense que tout le monde devrait s'éduquer là-dessus. Là. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, c'est un domaine qui fait un peu peur, mais la sécurité financière, c'est aussi une certaine santé, là, dans le sens que plus tu es à courir après tes scènes, plus c'est stressant. Plus il y a plein d'affaires. Tu as une anxiété financière, tu as du stress qui vient avec ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que la vie, c'est rempli d'imprévus. Fait que si tu n'as pas de marge de manœuvre financière, ben tu pognes une crevaison, puis là, c'est catastrophique parce que c'était pas prévu dans ton budget, t'as pas de fonds d'urgence, puis là, t'es mal pris. Tu sais, beaucoup de monde veulent investir, puis c'est fantastique, puis c'est un excellent projet de vie, mais avant tout, vérifie que ton budget est excédentaire ou du moins équilibré. Parce que si à chaque mois, tu vas piger dans ta carte de crédit pour financer tes dépenses de base, ben il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'équation de base. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses qu'une personne peut faire, mettons, concrètement? Là? On s'entend que, je sais pas moi, là, on va parler d'une personne qui est vraiment peut-être pas genre pas capable d'arriver puis étranglée, mais mettons endettée, là, comme la majorité des Québécois, et que c'est difficile de boucler la fin de mois. Là. C'est quoi la stratégie que tu fais pour te sortir de ça? Bien, la première étape, c'est sûr qu'il y a une question de comprendre la surconsommation, l'endettement, puis de limiter ces éléments-là. Fait que ça, on penche un peu vers la frugalité. Je pense pas que c'est la solution ultime parce que maintenant, tu peux pas niveler vers le bas à l'infini. Fait que tu peux pas couper toutes tes dépenses à zéro non plus. Fait qu'il faut que tu te penches quelque part dans le temps sur la colonne des revenus. Fait que ça peut être un deuxième emploi, mais tu sais, maintenant, t'es limité en termes de temps aussi. Ça peut être une réorientation de carrière. Te rediriger vers quelque chose que tu n'es pas nécessairement payé à l'heure. Tu es payé en fonction de tes résultats. Par exemple, mettons un vendeur, un représentant sur la route qui, lui, est payé à commission à chaque fois qu'il fait une vente, qui passe 1 heure, 3 heures ou 10 heures, bien, sa commission, c'est s'il close ou pas. Fait que ça peut, là, à ce moment-là, c'est moins limitatif au niveau de la variable temps. Sinon, tu peux te lancer en affaires. Des fois, le monde voit ça comme il faut absolument que tu lâches ta job principale puis que tu te lances en business all-in. Je pense pas que c'est la meilleure façon de le faire, surtout considérant le fait du stress financier qui va venir avec ça. Mais faire plus d'argent, au final, pour moi, la meilleure façon de faire ça puis de s'enrichir, c'est de répondre à un besoin puis ou d'amener une solution à un problème. Parce que si tu fais ça, le monde va être prêt à te payer en échange de ta solution ou de ton service que tu offres. Mm-hmm. Je crois qu'il y a beaucoup de monde que ce qui arrive, c'est que les cartes de crédit sont données rapidement. Hein? Tu sais, je veux dire, mettons, là, tu as 18 ans, tu as ta première carte de crédit. Souvent, le monde va faire l'erreur de la loader. Là, on s'entend qu'au début, tu as peut-être une limite de 1000$, mais là, tu payes ton minimum. Fait que là, il t'envoie une belle petite lettre te disant que tu peux augmenter ta limite. C'est ça. Donc là, tu es rendu à 3500$. Puis là, et ainsi de suite, whatever le montant. Mais je pense que, mettons, quand tu tombes, tu reviens sur Terre un petit peu, là. C'est là que c'est problématique parce que là, tu payes pour tes erreurs du passé, mais tu voudrais pouvoir investir pour l'avenir. Penses-tu que les cartes de crédit, bien, clairement, sont données trop tôt, là, mais penses-tu qu'on comprend mal l'utilisation du crédit? Je pense qu'on vient encore au manque d'éducation financière parce que, tu sais, une carte de crédit, c'est du crédit. Donc, autrement dit, c'est de l'argent qu'on te prête indirectement avec des taux d'intérêt associés à ça très élevés. On parle de 20% pour la plupart des cartes de crédit. Fait que, tu sais, pour moi, une carte de crédit, il faudrait donner trop tôt ou pas, encore une fois, ça dépend de l'éducation que tu as eue par rapport à ça. L'idée, c'est de comprendre c'est quoi une carte de crédit. C'est-à-dire que
faut que tu aies l'argent pour la payer. C'est une carte de débit qui vient avec des avantages comme, par exemple, du cashback, là, des remises en argent. Tu peux accumuler des points. Ça te protège davantage contre une fraude. C'est-à-dire qu'une carte de débit, il faut que ta banque approuve que c'est une fraude, puis c'est long le processus de te faire rembourser, versus une fraude sur une carte de crédit. C'est comme rembourser quasiment instantanément. Fait que tu as une meilleure protection contre les fraudes, puis tu as des avantages à faire tes transactions sur ta carte de crédit. Mais il faut que tu comprennes que c'est un outil transactionnel et non pas un outil de financement, parce que tout le monde, la plupart, quand on est jeune, on utilise la carte de crédit pour des montants qu'on n'a pas encore, en se disant que plus tard, on va la rembourser. Sauf que ça s'accumule rapidement. Puis là, tu parles de 1000, mais ça peut, même aujourd'hui, des adultes qui, en pleine connaissance de cause, mais sont rendus à 20, 25, 30 000 qui sont sur des cartes de crédit à 20 % d'intérêt. Oui. Mais je pense que qu'est-ce qui est difficile avec les cartes de crédit, c'est le fait que, justement, au début, tu penses en te disant « Ah, ben je vais rembourser plus tard », mais qu'après ça, le plus tard arrive et là, les imprévus de la vie commencent. Fait que là, ton char, il est dû pour changer les breaks, là, c'est 1000 $, mais là, tu l'as pas dans tes poches. Là, après ça, tu as d'autres choses et là, ça s'accumule. Et on s'entend que, pour vrai, je veux dire, dès que tu tombes en appartement, mettons, parce que personnellement, moi, j'ai eu une carte de crédit avant d'être en appartement, OK? Fait qu'avoir une carte de crédit quand t'es pas en appartement, c'est facile, entre guillemets, de la rembourser. Mais là, quand tu commences à avoir des, mettons, tu sais, ton logement payé, ton épicerie, ton paiement de char, là, tu peux vraiment en mettre de moins en moins, tu sais. Bien, c'est, encore une fois, parce que si t'as pas de fonds d'urgence, les trucs imprévisibles, la seule affaire qui est prévisible dans la vie, c'est qu'il va arriver des imprévus. Fait qu'il faut tout le temps que tu te prévois en conséquence de ça. Puis une carte de crédit, ça sert pas à ça. Faut que tu aies les fonds de côté pour faire ça. Puis l'autre danger que je vois, surtout actuellement, là-dessus, avec l'augmentation des prix puis tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont... Leur budget est déficitaire. C'est-à-dire que tu prends le revenu moins leurs dépenses du mois, ben il en manque. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben tu utilises ta carte de crédit. Sauf que c'est que tu vas faire ça si c'est seulement pour 2-3 mois, puis c'est une situation temporaire, c'est une chose. Sauf qu'il y a des gens que c'est restant de leur jour. Fait qu'à un moment donné, leur carte de crédit augmente, la marge de crédit augmente, ça va chercher des prêts personnels ici et là. Puis à un moment donné, tu étires l'élastique, mais tu te retrouves avec un problème d'endettement que tu vois pas le bout. Fait que là, tu es rendu en proposition de consommateur, faillite personnelle, consolidation de dette, etc. Fait que le danger de l'endettement arrive assez rapidement si tu n'es pas conscient qu'en partant, ton budget ne fonctionne pas, là. Puis tu fais, mettons une personne aujourd'hui là, qui écoute le podcast puis qui se dit « Hey, moi, je suis endettée par-dessus la tête. Je suis adulte, là, pas genre je sors de l'école. Je suis adulte, je suis endettée. Je veux me sortir de ça puis je veux comme reprendre le contrôle sur mes finances. » Tu commences où? Tout dépendamment, t'es rendu où aussi dans ta situation. Je veux dire, t'as 1000 $ de dette sur une carte de crédit, c'est pas dramatique. Tout dépendamment aussi de tes revenus. C'est quoi ta capacité de remboursement? Puis tu sais, t'as-tu un surplus chaque mois? C'est juste que t'arrêtes pas de dépenser parce que tu calcules pas tes affaires puis que finalement, tu serais correct pour tout rembourser. C'est juste qu'au lieu de ça, tu te bâtis un rythme de vie qui est pas soutenable. Fait que si vraiment, il n'y a pas de solution dans le sens que tu calcules tes revenus, qu'est-ce qui te reste par mois, ça arrivera jamais. Tu seras jamais capable d'arriver au bout de payer tes dettes. Bien là, tu t'en vas vers un syndic de faillite, style Raymond Chabot, qui va te trouver une avenue entre consolidation de dette, proposition de consommateur, faillite personnelle. Puis là, au moins, tu peux faire soit une remise à zéro ou avec la consolidation de dette, de tout mettre tes dettes ensemble, généralement un taux d'intérêt moins élevé, puis là, au moins, faire juste un paiement, puis pas trop de casser le basic. Mais encore là, il faut que ça soit réaliste parce que ça se peut que même avec une consolidation de dette, avec ton budget actuel, c'est quelque chose d'impossible à arriver au bout. Fait qu'à ce moment-là, proposition de consommateur, faillite personnelle, mais c'est sûr que ça va scraper ton dossier de crédit pendant 5-7 ans. Là. Mais là, tu sais, je vais peut-être avoir l'air ignorante, là, mais mettons, la faillite, on s'entend que tu veux éviter ça dans la vie. Là. Tu sais, je t'essaye de pas te rendre là. Idéalement, oui. Sauf que faut pas non plus stigmatiser ça puis dire tout le monde qui sont en faillite, c'est des niaiseux ou c'est un échec. Parce qu'en réalité, souvent, juste ce fait-là de dire, moi, il faut vraiment pas que j'y aille en faillite, c'est peut-être ton meilleur move actuellement, considérant ta situation financière actuelle. Fait qu'il faut pas éliminer ça de prime abord. C'est sûr qu'on veut l'éviter, mais ça, on le fait dès le départ. Donc, c'est-à-dire qu'on prépare notre budget, on prend des décisions financières éclairées, puis on fait pas d'erreurs durant notre parcours. Mais ça, c'est avant. Mais si tu es rendu après, puis là, tu constates les dégâts, des fois, c'est malheureux, mais t'as pas le choix. Là. Parce que la faillite va faire en sorte que tu vas avoir des répercussions sur les années à venir.
Ben, pour la proposition de consommateur, c'est un 5 ans. La faillite, c'est 7 ans. Donc, autrement dit, durant cette période de temps-là, il faut que tu rebâtisses ton crédit. Fait que tu vas te faire refuser partout. Là. Tu ne seras plus capable d'emprunter. Fait que c'est la difficulté qui va venir avec la faillite. Mais encore là, veux-tu nécessairement, dans les prochaines années, te diriger vers de l'endettement? Pas nécessairement. Tu peux rebâtir tranquillement ton crédit. Puis il y a des façons de faire ça. Les syndics de faillite sont professionnels là-dedans, puis ils vont t'accompagner dans ce processus-là. Après le 7 ans, est-ce que, tu sais, mettons, c'est derrière toi, puis on n'entend plus parler de ta faillite ou c'est encore problématique? C'est plus sur ton dossier, dans le sens que t'es plus en faillite présentement. T'es plus dans ta faillite. Fait que à ce moment-là, il faut que tu rebâtisses quand même ton crédit. Tu recommences pas avec 800 de Bacon Score la journée que t'es plus en faillite. Fait qu'il faut que tu retravailles ton crédit en prenant des prêts ici et là, en remboursant, en étant assidu, tout ça. Mais, tu sais, la cote de crédit, tout le monde met super d'importance là-dessus. Puis oui, c'est vrai que c'est important aux yeux des banques dès que tu veux faire de l'emprunt, un auto, une maison, tout ça. Mais idéalement, tomber dans l'endettement, c'est pas une course. Là. Je veux dire, quand t'es rendu à emprunter, ben tu le feras. Là. Fait que pour moi, avant, t'assurer que tu as un budget excédentaire, que tu as de l'investissement, que tu commences à avoir une situation financière qui est stable, puis que là, après ça, stratégiquement, tu veux acheter une maison que tu as les moyens de payer, que tu t'achètes une auto, par exemple. Dès que tu rajoutes une obligation financière, il faut que ça soit budgété dans le calcul. Ben oui. Mais c'est quoi la différence entre la consolidation de dette et la faillite? Consolidation de dette, c'est en fait que tu regroupes tous tes prêts ensemble. Fait que, exemple, tu as des cartes de crédit, tu as un prêt auto, tu as un paquet de prêts, mais ils vont tous mettre ça ensemble. Puis ça va être plus bas que 20% d'intérêt. Okay. Mais il faut quand même que la banque t'approuve. Fait qu'il faut que tu le fasses avant que ton crédit soit scrap. Parce qu'il faut qu'il t'approuve pour le prêt. C'est un nouveau prêt quand même. Puis au lieu d'avoir des dettes les ci et là, fait que tu as 20 paiements à faire, tu n'as juste un à faire. OK. Donc, excuse-moi, là, je veux juste être sûr de comprendre. Ouais. Dans le fond, c'est la banque qui va payer tout ce que tu avais à payer elle te fait un prêt. Un peu ça. En fait, elle va te faire un prêt qui va être tout mis en un, puis après ça, tu as juste un paiement à faire. Mais ça élimine pas tes dettes. Ça les regroupe ensemble à un taux d'intérêt qui est généralement moindre que tes dettes totales. Parce que là, on s'entend, ça augmente sans cesse, là, les cartes de crédit, les taux d'intérêt. Moi, j'ai reçu une lettre il n'y a pas si longtemps. 22%. Ben non, 25%. Oh, wow. 25, presque 26%. Quand même. J'étais comme, Seigneur, il me semble que c'est intense, mais je trouve que c'est ça, c'est que c'est... Tu sais, oui, ça peut être un bel outil, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, puis encore une fois, à cause du manque d'éducation, qu'on tombe là-dedans, veut pas, l'utilisation de la carte de crédit pour... Soit des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, là, moi, là, je paye mes cartes de crédit, là. Fait que genre, je focus rien que là-dessus. Fait que là, ils payent. Puis là, à un moment donné, là, ils sont tannés, là, de se priver, là. Fait que là, ils sortent leur carte. Puis là, wow, on en redépense. Mais encore là, tu sais, il faut le faire de façon méthodique. Puis la frugalité, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas la solution ultime parce que tu peux pas couper partout, puis ça va diminuer ta qualité de vie, puis c'est pas quelque chose qui est soutenable dans le temps, à moins que tu sois quelqu'un fondamentalement minimaliste. Mais sinon, je pense que de se concentrer sur la colonne des revenus, chercher à augmenter sa valeur sur le marché du travail, aller développer des compétences pour être payé plus cher, avoir des meilleures qualifications, je pense que c'est une meilleure avenue que d'essayer de se restreindre pendant X période de temps. Oui. Toi, avant de te lancer dans les finances, est-ce que tu as eu ce mode de vie-là ou est-ce que c'était difficile, les cartes de crédit, ou que tu comprenais pas trop? Je pense que j'ai été un peu chanceux, puis je viens d'un milieu relativement pauvre. Fait que pour moi, l'argent, c'était quelque chose de rare. Fait que quand t'en avais, tu dépensais pas. Là, je veux dire, tu gardais pour t'alimenter, pour payer tes trucs, puis s'il en restait, ben, tant mieux, tu mettais de côté pour les mauvais jours. Fait que j'ai pas eu de problématique au niveau de l'endettement, des dépenses, j'ai pas pris de prêt étudiant, je m'ai pas acheté un char trop cher, j'ai pas loadé mes cartes de crédit. Fait que j'ai pas eu ces enjeux-là au niveau financier, mettons. Fait que l'éducation financière, toi, c'est faite du milieu d'où tu viens. Plus, mettons, à la base, là, je parle pour ne pas prendre de dettes et tout ça. Ouais. Ça s'est fait de cette façon-là plutôt qu'à l'école. Là. C'était plus oui, mais c'était plus de la peur vis-à-vis, justement, je voulais pas... Même encore aujourd'hui, les dettes, j'ai ça. Je veux dire, je veux pas me pencher vers les dettes. J'essaie tout le temps de faire travailler mon argent, d'en avoir plus que ce que j'en ai besoin, d'avoir un rythme de vie qui est beaucoup plus en dessous de ce que je génère. Puis à ce moment-là, il en reste. Puis cet argent-là, je fais pas juste la regarder dans mon compte de banque, je la place, puis je la fais fructifier. Là. Fait que j'ai pas eu cet enjeu-là. C'est pas que mes parents m'ont éduqué sur les risques liés à l'endettement. Ils m'ont pas parlé c'est quoi un taux directeur, les taux d'intérêt, tout ça.
Fait que ça s'est fait comme plus naturellement. Je comprends. Puis là, après ça, tu as vieilli, tu t'es instruit toi-même par rapport aux finances. Puis là, tu as commencé les investissements. T'avais-tu peur au début quand tu t'es lancé là-dedans? Ben, il y a tout le temps la peur de l'inconnu. Fait que moi, j'ai commencé en 2013. Fait que ça fait plus que 12 ans que je fais ça. Puis au début, ben, tu comprends pas trop tout. Là. Fait que faut que tu comprennes la plateforme de courtage que tu utilises. C'est quoi une action versus un fonds négocié en bourse? C'est quoi une obligation? C'est comment ça fonctionne les dividendes? Quand j'achète, ben, comment ça fonctionne au niveau même de la transaction? C'est quoi un gain en capital? C'est quoi une perte en capital? Tous ces éléments-là, ben, il y a beaucoup de... faut que tu comprennes ce que tu fais parce que c'est stressant. C'est ta vraie argent que tu mets à quelque part, puis après ça, ben, tu croises les doigts que ça monte. Mais plus tu t'éduques, plus tu comprends les mécaniques derrière la bourse, tu comprends comment la plateforme fonctionne, comment tirer avantage des mouvements boursiers, de l'actualité économique, tout ça. Puis idéalement, ben, tu te bâtis un portefeuille sur le long terme, puis c'est comme ça que tu bâtis ta richesse. J'imagine aussi que, tu sais, je veux dire, tu y vas pas à mettre 10 000 en partant, là, tu sais, tu y vas c'est tout le temps la hauteur de tes revenus. Quelqu'un qui fait 150 000 par année, il peut mettre 10 000 par année, puis c'est pas dramatique non plus. C'est juste de le faire en comprenant ce que tu fais. Que tu mettes 500 pièces ou 10 000, si tu comprends pas ce que tu fais, dans les deux cas, c'est mauvais. Fait que faut que tu comprennes c'est quoi la bourse, première des choses, c'est quoi les différentes classes d'actifs, c'est quoi les risques qui sont liés à ça. Puis tu sais, même au niveau, tu prends deux actions, ils sont pas nécessairement associés au même niveau de risque parce que tu compares Microsoft, qui est une compagnie établie, qui a des rendements solides, tout ça, versus une compagnie biopharmaceutique que personne connaît qui trade à 10 cents sur la bourse. C'est pas la même affaire. Là. Puis là, c'est parce que les FNB, ça, c'est des fonds négociés en bourse. Absolument. Là, je te dis ce que j'ai lu et ce que je pense. Corrige-moi si c'est pas ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un ensemble d'actions que tu achètes. Donc, c'est un peu la plateforme de courtage que tu utilises qui a choisi un paquet d'actions ensemble, puis tu as mis ça dans un package deal. Je peux, si tu me permets de redéfinir un peu. Vas-y. Un fonds négocié en bourse, ça peut être un paquet d'affaires. La plupart des gens vont investir dans ce qu'on appelle un fonds indiciel. Fait qu'un fonds indiciel va refléter un indice boursier, comme par exemple le S&P 500. À l'intérieur du S&P 500, tu as les 500 plus grandes entreprises américaines, donc qui sont à l'intérieur de l'indice. Après ça, il y a des compagnies comme BlackRock, Vanguard, qui vont eux autres, justement, bâtir un fonds en achetant les mêmes actions qui sont dans l'indice S&P 500 avec la même pondération. Puis toi, en tant qu'investisseur autonome, tu peux acheter des parts de ce fonds-là. Fait que tu vas acheter l'équivalent de tout ce qui compose l'indice S&P 500. Fait que ça te fait une diversification qui est immédiate. Tu n'as pas besoin de décider d'acheter telle action puis de jouer avec tes pondérations. Fait que c'est la façon la plus simple d'investir en bourse en ayant quand même un bon niveau de diversification. Puis là, dans le fond, mettons, c'est ça. C'est que ça t'amène quand même une certaine assurance parce que ça a été sélectionné par quelqu'un d'autre que toi. Là. Ben, c'est pas un gestionnaire, par contre. Parce que si tu compares, mettons, avec un fonds mutuel ou un fonds commun de placement ou un hedge fund qui, lui, va sélectionner des titres individuellement pour optimiser ton rendement, un fonds indiciel, c'est passif. Il n'y a pas de gestion active derrière ça. Fait que à chaque année, le fonds est défini, c'est ces 500 entreprises-là. Puis après ça, les fonds font seulement acheter en proportion de ça pour reproduire le rendement de l'indice. Mais c'est une approche qui est passive. Donc, il n'y a pas un gestionnaire qui est là en train de gérer activement dans quoi il va investir. C'est vraiment passif. Mais c'est quoi la différence si, mettons, moi, je m'en vais sur une application de courtage puis je dis, je veux m'acheter une action, je sais pas moi, Netflix? Oui. Là, c'est que tu vas acheter un titre individuel. Fait que tu vas acheter vraiment des parts de Netflix. Fait que si, exemple, Netflix, il perd 10% puis que tu es all-in dans Netflix, tu n'as aucune diversification. Fait que ton niveau de risque global de ton portefeuille est plus élevé que si tu as acheté des parts d'un fonds indiciel qui, lui, est composé de 500 actions. Là. Fait qu'ils n'ont pas toutes la même pondération, il faut comprendre, là, mais quand même, tu as une plus grande diversification qu'en sélectionnant des titres individuels. Je comprends. Puis c'est toujours mieux, j'imagine, de varier ton portefeuille.
Oui et non, c'est-à-dire que pour la grande majorité des investisseurs, oui, du fait qu'ils n'ont pas les notions nécessaires pour bien comprendre les résultats financiers de l'entreprise, les rapports financiers, dans quoi tu investis finalement, parce que sinon, tu vas investir dans Lion Électrique parce que tout le monde investit là-dedans en 2021, puis aujourd'hui, ben, c'est en faillite, fait que tu as perdu ton fric. Je comprends. Fait que pour la plupart des investisseurs qui ne mettent pas énormément de temps là-dessus puis qui ne veulent pas gérer activement leur portefeuille, la meilleure avenue, c'est les fonds indiciels. J'ai vu une image en ligne. Là, c'est quelqu'un qui... Là, je vais vous expliquer l'image à ceux qui écoutent. Là. C'est quelqu'un qui a pris plein de marqueurs, OK? Tu sais, des surligneurs, là, dans le fond, qui les a mis debout et qui a mis un livre dessus, OK? Donc, la personne, à la base, commence avec un marqueur, met le livre en équilibre, dit... Moi, mettons, je sais pas, j'investis dans l'immobilier. Bang, l'immobilier crash, tout crash. Ouais. Après ça, la personne remet les surligneurs et met le livre par-dessus. Une chose crash, le reste est là. Est-ce que tu es d'accord avec ça, du fait de dire, mettons, je sais pas, moi, bon, j'investis un peu en bourse, mais j'achète aussi des immeubles à revenus, puis, tu sais, je mets de l'argent ailleurs, ou tu trouves que c'est mieux de se concentrer sur un avenue? Encore une fois, je pense que pour la majorité du monde, c'est mieux d'avoir une plus grande diversification, c'est-à-dire, oui, investir en bourse, avoir également de l'immobilier. Si c'est la crypto-monnaie t'intéresse, tu peux te rediriger là-dedans. Si tu veux des lingots d'or, il y a une manière d'avoir différentes classes d'actifs pour avoir une plus grande diversification. Comme ça, quand un secteur, comme exemple la bourse crash, ben, ça veut pas dire que ton immobilier est touché. Puis inversement, la même chose. Si l'immobilier est plus difficile, ben, peut-être que tes marchés boursiers vont très bien. Par contre, si toi, tu es vraiment quelqu'un qui, par exemple, tu es dans la construction, tu connais l'immobilier, tu es quelqu'un qui est bon avec ces deals-là, qui est capable d'être manuel, tout ça, tu as peut-être un avantage à te rediriger là-dedans et à mettre une plus grande pondération de tes investissements dans l'immobilier. Pour moi, c'est vraiment pas mon cas au niveau de l'immobilier. Moi, c'est du côté de la bourse. C'est-à-dire que avec les connaissances que j'ai, le temps que j'ai investi là-dedans, le bagage d'expérience, ben, je vais aller chercher un meilleur rendement en investissant all-in en bourse. Sauf que, évidemment, le coût de ça, c'est que je suis exposé 100% à la bourse. Là. Moi, je veux dire, toute ma valeur nette est là. Quand ça baisse de 20%, ma valeur nette, elle baisse de 20%. Fait que j'ai aucun immobilier, j'ai pas de crypto, j'ai pas de lingots d'or, je suis 100% en bourse. Là, parlant justement de crypto, tu devances une de mes questions, mais moi, mettons, j'ai absolument aucune idée c'est quoi de la crypto-monnaie, puis les bitcoins, puis toutes ces patentes-là. On dirait que c'est une notion pour moi qui est pas tangible. Je comprends pas. La bourse, je comprends que tu possèdes des actions d'une entreprise. Fait que veux pas, tu vas être invité, mettons, au CA, puis toutes ces patentes-là, même si tu possèdes très peu de l'entreprise. Sauf que la crypto-monnaie, premièrement, ça te donne quoi dans la vie? Puis c'est quoi cet investissement-là? Moi, dans ma tête, à moi, c'est juste quelque chose de genre louche qu'il faut pas que tu touches à ça. Ben, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui étaient associées justement à de la fraude, des trucs comme ça, mais il faut pas mettre toutes les crypto-monnaies dans le même panier. C'est-à-dire que le Bitcoin, l'Ethereum, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont un bon historique de rendement, qui ont fait leur preuve au niveau en termes d'actifs. Encore là, est-ce que moi j'ai investi là-dedans personnellement? Non, parce que ça répond pas à mes critères d'investissement. Je t'explique. Quand j'achète une action d'entreprise, il y a quelque chose sous-jacent à ça. L'entreprise elle a des actifs, elle génère des cash flows avec ses bénéfices. Je suis capable d'évaluer une valeur intrinsèque à cette action-là. Versus, je prends une crypto-monnaie, la valeur est définie par l'offre et la demande. Plus le monde en veut, plus le prix monte. Mais plus le monde en peur, moins le monde en veut, plus le prix descend. C'est ce qui fait varier, dans le fond, la valeur de l'actif en crypto-monnaie. Fait que, mais qu'est-ce que ça te donne, mettons, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est de l'argent virtuel, mais qui vaut plus cher que l'argent, mettons, papier? Je suis pas un expert en crypto-monnaie, mais c'est un autre type d'actif qui te protégerait théoriquement contre la dépréciation de la valeur de l'argent. Tu sais, l'argent, nous, elle perd de la valeur à chaque année dû à l'inflation, mais si tu le mets en crypto-monnaie, par exemple dans le Bitcoin, théoriquement, même si le dollar canadien perd 30% en 10 ans, ben, ton actif à toi ne l'a pas perdu. Fait que c'est un peu un hedge contre l'inflation, un peu au même titre que l'or, par exemple. Mais tu peux rien acheter avec ça. Il y a des transactions qui se font avec le Bitcoin, mais tu sais, il y a des frais avec ça, autant énergétiques qu'au niveau transactionnel. Pour moi, c'est pas encore fait ses preuves comme monnaie numérique. Est-ce que je dis que ça fonctionnera pas? C'est pas ça que je suis en train de dire, sauf que pour le moment, pour moi,
ça répond pas à mes critères d'investissement. Fait que je suis pas zéro dans la crypto. Fait que toutes les questions que tu as, c'est pas moi qui va pouvoir les répondre. Non, là, c'est vraiment un expert qui pourrait parler de ça. La seule chose que je peux dire, c'est que ce type d'actif-là, actuellement, ne répond pas à mes critères et c'est pour ça que j'ai 0% là-dedans. J'ai l'impression qu'on entend tout le temps ça dans les séries télé là, par rapport à, mettons, genre une demande de rançon payée en crypto-monnaie puis ces patentes-là. Mais tu sais... C'est parce que c'est un système qui est non centralisé. Là. C'est-à-dire que nous, l'argent, quelque part dans le temps, le gouvernement l'imprime, les banques la gèrent, puis c'est capable de manière tracer quelque chose. Les crypto-monnaies, c'est la théorie du la technologie du blockchain. Fait que c'est carrément autre chose. T'es pas dépendant d'un gouvernement qui peut imprimer de l'argent à l'infini. Il y a un nombre limité de bitcoin. Fait que ça crée un phénomène de rareté. Fait que c'est ce qui donne, encore une fois, en théorie, de la valeur au bitcoin. Ouais, je comprends. J'ai vu aussi un autre... article qui disait que c'est important, surtout pendant la pandémie, je pense, là, qui disait que c'est important que l'argent papier ne disparaisse pas versus les transactions avec nos cartes de guichet. Ouais. T'es-tu d'accord avec ça? Penses-tu que ça a-tu vraiment de l'importance de conserver l'argent papier? Ben oui et non. C'est parce que je comprends la réticence de passer 100% numérique parce qu'il y a quand même un contrôle qui se fait avec ça. C'est-à-dire que, étant donné que, tu sais, moi, si je prends 100$, je m'en vais chez le barbier, puis je m'en vais. Le monde ne savent pas ce que je fais avec mon 100$. Il est legit, là, je l'ai pas volé, j'ai pas au noir, mais c'est quand même, le monde, c'est du papier, fait que la transaction n'est pas trackée. Tandis que si tout est numérique, je veux dire, ils vont savoir le nombre de fois que je vais à l'épicerie, combien je dépense en ci. Je veux dire, les cartes de crédit, là, ils sont capables de te bâtir un profil juste avec ton type de consommation, puis après ça, revendre ça à d'autres entreprises qui vont être capables de te cibler selon tes habitudes de consommation, d'achat. Donc, oui, je vois le pourquoi ils ne voudraient pas éliminer l'argent, papier. Mais je pense pas que c'est un débat qui est nécessairement si dramatique que ça. Là. Parce que ce que je lisais, c'était plus au niveau de, tu sais, mettons les terminals pour payer. T'as tout un frais le marchand a un frais. Donc, exemple, si ça coûte 100$, lui, il fait pas 100$ dans ses poches. Il y a une partie va faire qui s'en moins. Va à Moneris ou n'importe quel autre. Exact. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est un peu vrai de dire qu'en payant en argent, on évite ces frais-là. Oui, mais tu sais, je pense que maintenant, avec toutes les transactions qu'on fait actuellement, je veux dire, quand tu achètes quelque chose en ligne avec PayPal ou n'importe quoi, l'argent en papier va quand même s'en va dans la direction d'être de moins en moins utilisé. Je veux dire, tu traînes-tu 3000$ dans tes poches, rarement. Puis là, fait qu'après ça, c'est pour des transactions minimes. Là. Peut-être un spa au restaurant, des trucs comme ça. Mais même là, je pense que la majorité du monde est rendu. Ils vont utiliser leur carte de crédit, carte de débit pour faire leurs transactions. Fait que je pense que, tu sais, je comprends l'essence du débat, mais je pense qu'on va quand même dans cette direction-là. Je pense que l'argent amène une certaine sécurité que le numérique amène pas. Comme moi, par exemple, je nommerai pas la banque, là, mais j'ai été avec une banque il y a quelques années. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aucune idée, là. Mais quelqu'un a réussi à avoir mon mot de passe, OK? Puis quelqu'un que je connais pas, là, a rentré dans mon compte et s'est fait un virement de la totalité de ce qu'il y avait dans mon compte vers son compte. Moi, j'appelle la banque. Là, je panique, tu comprends? Parce que là, j'ai genre des paiements qui passent comme la semaine qui s'en vient. T'as plus rien. Là, j'étais à zéro. Là. Fait que là, je panique. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis, d'habitude, mettons, là, je vais prendre Desjardins, là, parce que je suis avec eux. Je suis pas sponsorisée. Mais, mettons, d'habitude, Desjardins, on va dire que tu perds... Mettons, tu te fais voler, ils vont tout de suite régler le problème. C'est assez rapide. Là. Ça m'est arrivé avec une carte de crédit, puis ils ont tout de suite remboursé le montant, pas de problème, ils gèrent ça. T'sais. Mais cette banque-là en question, ça a pris 1 mois à régler le problème, à appeler chaque semaine. Puis au début, ils disaient, vous avez fait un virement. Puis là, j'étais comme, je n'ai pas fait le virement à cette personne-là, j'ai aucune idée c'est qui cette personne-là. Mais ça a tout pris. Au début, ils ne voulaient pas me rembourser mon argent. Il a fallu que je m'astine avec eux. Fait que je peux comprendre un peu les gens qui sont comme, ouais, mais tu sais, c'est pas tant safe non plus parce que tu peux aller te faire voler en ligne. De plus en plus, il y a du piratage. Sauf qu'à un moment donné, je pense que si tu tournes vers des institutions, tu sais, les institutions financières, ils ont des assurances, je suppose, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'en fait, il y a un mélange là-dedans de responsabilité personnelle, c'est-à-dire protéger tes comptes. Mais encore là, je présume que tu avais tout fait comme du monde, puis qu'il y a eu, tu sais, des fois, c'est juste, tu cliques sur un lien, puis ça prend tes courriels, puis tes mots de passe, tout ça, mais t'sais, la banque, son rôle, c'est de fournir le plus de protection possible à ses consommateurs parce qu'ils veulent éviter justement ces pertes-là parce qu'il faut qu'ils les remboursent. Souvent, ils vont essayer de dire qu'ils ne vont pas les rembourser, mais en arrière, ils vont les rembourser. C'est normal. Ils ne veulent pas donner un incentive au monde qu'ils vont voler puis se dire, de toute façon, on va se faire payer par la banque. Là, fait que c'est pas grave. Fait que je comprends le danger de la fraude, sauf que ton alternative à ça, c'est de garder ton cash, mettons, ton matelas dans un coffre-fort, mais
le danger de ça, c'est qu'il y a une dépréciation qui se fait. Je veux dire, si tu places de l'argent, tu vas avoir des intérêts, c'est soit via une plateforme bancaire ou une plateforme de courtage en ligne, mais il faut que ton argent soit sous forme numérique pour la faire fructifier. Fait que tu es tout le temps exposé un peu au risque. Tu sais, je veux dire, mon argent, moi, est là. Je veux dire, quelqu'un demain matin, il décide de pirater mes affaires, ça peut aller mal. Là. Fait que, mais par contre, de l'autre côté, c'est que tu vas chercher des rendements. Là. Sinon, tu t'exposes, comme je te dis, à l'inflation. Oui, puis l'argent, c'est pas assurable non plus. Si tu passes au feu ou tu te fais voler. C'est malheureux, mais tu perds. Ben, c'est assurable, mais je pense que c'est limité à un montant. Là. Mais là, mettons, tu sais, tu parles justement de mettre son argent pour qu'elle soit placée puis qu'elle fructifie. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens. Puis là, tu sais, c'est des généralisations que je fais, là. Je veux dire, c'est peut-être pas tout le monde, là, mais qui ont juste, mettons, le compte courant, là, tu sais, compte chèque, compte épargne, puis que pour eux, l'épargne, c'est ça, leur placement. Ouais. Comment tu fais comprendre à ces gens-là que c'est pas vraiment un placement? Ben, en partant un compte épargne, ça le dit, c'est de l'épargne, mais de l'épargne, c'est pas synonyme de placement. C'est-à-dire de l'épargne, règle générale, c'est un fonds d'urgence que tu vas mettre de côté. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, tu piges là-dedans puis tu n'as pas besoin de vendre tes actions pour aller financer un imprévu temporaire ou de prendre une carte de crédit puis t'endetter. Fait que oui, c'est important d'avoir un fonds d'urgence dans un compte épargne, mais la différence, par exemple, entre un compte épargne ou un CELI, un REER, un R3E, un CELIAP et compagnie, c'est que ces comptes-là, ça s'appelle des comptes enregistrés, puis ça te permet d'investir. C'est-à-dire, tu peux acheter des FNB, des fonds indiciels, des actions individuelles, des obligations, des CPG, toutes les classes d'actifs que tu peux penser. Puis ça, c'est là réellement que tu fais fructifier ton argent. Puis pour moi, c'est pas juste, oui, il y a les questions de bâtir sa richesse, son patrimoine, d'aller chercher des rendements, mais à la base, c'est juste au moins te protéger face à la dépréciation de ton pouvoir d'achat au fil du temps. Parce que ce que tu pouvais acheter à 100$ il y a 10 ans, ben, ça te coûte 130$ aujourd'hui. Là. Fait que ton 100$ vaut nécessairement moins que ce qui valait il y a 10 ans. Puis plus tu prends une période de temps qui est longue, plus l'effet de la dépréciation de la valeur de l'argent se fait ressentir. Puis on s'entend aussi que si moi, j'ouvre un CELI avec Desjardins, par exemple, le pourcentage d'intérêt que je vais faire est plus minime que si j'investis mon argent. Ouais, c'est même pas comparable. Je veux dire, ils vont te donner 1, 2, 3% peut-être, là, tout dépendamment les taux d'intérêt promotionnels qu'ils vont offrir avec le CELI. Évidemment que les taux directeurs augmentés à 5%, là, c'était plus attrayant parce que le taux directeur, oui, ça augmente les taux d'intérêt sur les prêts, mais de l'autre côté, ça augmente les taux d'intérêt pour les épargnants aussi. Là. Fait qu'il y avait un avantage. Là. Moi, j'étais bien content quand les taux d'intérêt étaient élevés. Là. Fait que oui, comme tu dis, un CELI, à la base, si tu mets ça pour mettre des liquidités, puis un taux d'intérêt qui est associé, mettons, à 2-3% que Desjardins, ça se compare pas à des rendements de 9% en moyenne en bourse. Puis là, je te parle d'un fonds indiciel, je te parle pas de mon portefeuille. Fait que sur le long terme, si tu fais du 10% par année composé, c'est-à-dire que ton 10% l'année d'après, ben, tu fais ton 10% sur ton montant initial plus ton gain de 10%. Ouais. Fait qu'au bout du temps, ben, les rendements composés, ça fait des rendements astronomiques là, sur une période de 30 ans. Ce que tu as déposé versus ce que tu as généré en termes de gain en capital, mais c'est vraiment distinct. Là. Mais tu vois, moi, il n'y a pas si longtemps, je le savais pas. Je pensais que d'avoir un CELI à la caisse, c'était suffisant. Mais en même temps, je me disais comment le monde fait pour faire de l'argent avec ça parce que je recevais genre 2 piastres. Oh, ouais. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là? C'est pas ça qui. Tu sais, comment tu veux ramasser quelque chose? C'est quoi, mettons, des fois, ils disent, il faut que tu mettes tant d'argent avant que ça commence à valoir la peine, les investissements. Pour toi, à quel moment un investissement vaut la peine? Moi, c'est ça, il n'y a pas de montant minimum dans ma tête parce que normalement, tes placements vont être à la hauteur de tes revenus. Fait que si tu fais, je sais pas moi, 60 000 par année, puis tu réussis à mettre 500$ par mois, c'est 6 000$ par année, ben c'est considérable. C'est-à-dire que si tu mets 6 000$ par année à 9% de rendement annuel en moyenne, ben, rendu à 35-40 ans plus tard, tu vas avoir 1 million à ton CELI, non imposable. Pas mauvais, là. Fait que, considérant que tu as fait 60-50 000 par année durant ta vie, là, évidemment, ça va remonter un peu, là. Mais l'idée, c'est que proportionnellement à ton revenu, tes placements vont toujours valoir la peine d'être faits. Là. Fait que tu mettes 500 ou que tu mettes 10 000 par mois, ça va être à la hauteur de tes revenus. Fait qu'après ça, ce que ça va te donner en termes de valeur de placement, ben, ça va valoir la peine. C'est juste que il va venir un temps où, par exemple, tu sais, moi, tous mes comptes enregistrés sont foulés. Là. Je veux dire, mes cotisations, j'ai plus de place. Fait qu'il faut que je les mette dans des comptes non enregistrés. Fait que des comptes non enregistrés, c'est imposable. Fait que si
je fais 10 000 $ en dividendes cette année-là, dans mon compte non enregistré, je paye de l'impôt aujourd'hui là-dessus. Là. OK. Versus CELI, REER, tous les revenus de placement, intérêts, dividendes, gains en capital, sont non imposables. Pour le CELI, c'est tout le temps, même quand tu vas le sortir. Puis le REER, c'est aussi longtemps que les fonds restent à l'intérieur du REER. Quand tu vas te le verser là, de ton REER à ton compte chèque, tu vas être imposé sur ce revenu-là. Ça va se rajouter dans ton revenu imposable. OK. Puis là, tu dis que toi, mettons, bon, les cotisations sont topées. Tu fais quoi pour... Est-ce qu'il y a des façons que tu pourrais, mettons, dire je vais placer mon argent ailleurs pour mettons, sauver de l'impôt ou... Un moment donné, t'es limité. Tu sais, le gouvernement, déjà, je trouve qu'il est quand même assez généreux au niveau de son CELI, dans le sens que tu sais, des cotisations annuelles de 6 000, 10 000, 7 000, tout dépendamment l'année. Mais au moins, pour la plupart, mettons, de la classe moyenne, s'ils maximisent le CELI, ça va être quand même intéressant. Sauf qu'un moment donné, tu t'en sors pas. Tu as foulé ton CELI, tu as foulé ton REER. Bon, ben là, si tu restes encore des liquidités à investir, ben, tu vas y aller vers les non enregistrés. Là. Fait que, tu sais, de mon côté, j'ai mes comptes personnels. Fait que ça, c'est mes placements à moi. J'ai mes comptes enregistrés, les comptes non enregistrés. Puis j'ai également Traders 360, qui est une entreprise qui investit également. Fait qu'il y a des placements à l'intérieur même de ma business. Fait que c'était sûr que ceux-là, ça découle des bénéfices que je fais. Puis ces bénéfices-là, au lieu de les laisser là, dans mon compte de compagnie, ben, ils sont placés. Là. Fait que je me retrouve avec différents comptes de placement. Puis chacun a leur avantage fiscaux distincts. Puis ta compagnie, dans le fond, tu fais quoi? Tu places pour d'autres gens ou... Non, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui pense que je suis pas un gestionnaire de portefeuille qui va prendre l'argent du grand public. Je vais gérer ma propre argent. Fait qu'autrement dit, tout ce qui est... je vends des formations, je vends de l'infolette, je fais de la consultation, je fais des transactions boursières, day trading, swing trading. Fait que toutes ces activités commerciales-là me donnent du revenu. Sauf que là, après ça, ben, j'ai des dépenses, la publicité, mon salaire, des trucs comme ça. Puis l'excédent, ben, il est placé. C'est ce qui constitue le portefeuille de ma firme Traders 360. Je comprends. Puis l'argent dans la vie là, que tu places, là, peu importe, là, que ce soit pas avec ton entreprise, mais mettons personnellement, l'argent que tu places, est-ce que ça... Tu peux pas le déduire de tes impôts, là, ça. Là. En fait, c'est tes cotisations qui sont déductibles d'impôts, tu vas le faire. C'est-à-dire que le CELI, c'est du net. Si tu mets 10 000 $ dans ton CELI, c'est pas déductible d'impôts. Il est déjà été imposé puis tu le mets dans ton CELI. Si tu mais 10 000 dans ton REER, cette cotisation-là est déductible d'impôts. Fait que je te donne un exemple. Mettons que tu fais 75 000 par année. Puis, mettons, tu as un emploi normal. Ton employeur a déjà pris à la source tes impôts. Mais là, toi, tu viens de cotiser 10 000 à ton REER. Fait que tu viens de réduire ton revenu imposable de 10 000 $. Donc, théoriquement, ben pas théoriquement, en fait, ton employeur t'a trop pris d'impôts. Fait que tu vas avoir ce qu'on appelle un remboursement d'impôts. C'est pour ça que quand tu cotises à ton REER, tu dis « Ah, c'est le fun, j'ai reçu un retour d'impôts. » C'est juste qu'il t'avait pris trop d'impôts parce que tu viens de réduire ton revenu imposable. Je comprends. Fait qu'à ce moment-là, pour ce qui est du REER, c'est déductible d'impôts. Même chose pour le CELIAP, qui est le CELI pour l'achat d'une première propriété. On s'entend aussi que stratégiquement, si tu reçois un retour d'impôt, ça serait mieux de l'investir plutôt que de le dépenser. Là. Ben, il y a plusieurs, tu sais, justement, tu dis ça, mais tu peux mettre dans ton REER, tu vas recevoir un retour d'impôt. Après ça, mettons que t'as pas encore propriétaire, mais tu peux prendre ce montant-là, le mettre dans ton CELIAP. Ça aussi, c'est déductible d'impôt. Puis là, tu as un autre retour d'impôt. Puis là, après ça, tu peux le mettre dans ton CELI. Fait que tu es capable d'alimenter 3 comptes enregistrés à partir d'une seule cotisation. Je comprends. Puis tu sais, quand on parle tantôt, je te parlais de mon CELI, mettons, chez Desjardins, exemple, qui est à 2 %, mettons. Ouais. Mais toi, là, dans le fond, la façon que ton CELI fait du 9 %, c'est parce que ton CELI est ouvert avec la bourse? En fait, un CELI, c'est un véhicule de placement. Vois ça comme un compte dans lequel tu peux décider de mettre ton argent où tu veux. Fait qu'un CELI, c'est seulement un compte. Puis après ça, tu prends ton compte, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais avec l'argent qui se trouve à l'intérieur du CELI? Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'achète des actions individuelles. J'achète des parts de BMO, j'achète des parts de telle compagnie. Puis là, je me bâtis un portefeuille autogéré. Tu pourrais également dire, parfait, moi, je connais pas la bourse trop, je veux pas m'impliquer là-dedans non plus. Je vais y aller simple, je vais acheter des parts d'un fonds indiciel qui reflète S&P 500 ou plusieurs indices pour avoir encore une plus grande diversification. Puis là, à ce moment-là, ben, ce qui est à l'intérieur de ton CELI, c'est des parts d'un fonds indiciel qui, eux, vont s'apprécier d'une année à l'autre. Mais ton CELI, en réalité, tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux mettre des CPG là-dedans, tu peux mettre des fonds négociés en bourse, tu peux acheter des bonds, des obligations municipales, des bons du trésor. Tu sais,
pour aller n'importe où, là. Mais il faut comprendre que ton CELI, c'est un véhicule de placement. Fait qu'il se connecte à la bourse, oui et non, dans le sens que tu ouvres un CELI sur une plateforme de courtage qui, lui, te permet d'investir en bourse. Puis ça, tu peux juste en avoir un, là. Fait que, un CELI, tu peux en avoir... Je t'explique. Si, mettons, ta cotisation maximale, c'est 110 000, tu peux maximum mettre 110 000 dans ton CELI, mais tu peux avoir 3 CELI. Tu peux avoir un CELI à Banque Royale, un CELI à Desjardins, puis un CELI autogéré avec Questrade. Bon, parfait, tu as les 3, mais les 3 ensemble, ça ne multiplie pas tes cotisations par 3. Il faut que tu respectes quand même les cotisations. OK. Puis, selon toi, ça serait quoi le meilleur investissement que tu peux faire et le pire investissement que tu peux faire? Ouais, ça, c'est pas évident à répondre. Mais... Pas nécessairement une action fixe, là, mais mettons, soit investir en bourse ou en immobilier. En fait, je te dirais, d'investir dans quelque chose que tu ne comprends pas, ça va toujours être ton moins bon investissement parce que ça vient avec un niveau de volatilité. Fait que si tu comprends pas, puis là, ça baisse de 20%, ça se peut que tu cèdes à la panique puis tu vendes pour justement arrêter l'hémorragie. Mais si tu comprends à quoi tu investis puis que tu es capable de réaliser que c'est une perte temporaire, c'est un mouvement de la bourse, puis que ça va se replacer sur une période de quelques mois, quelques années, mais tu vas pas paniquer. Je pense que le danger, c'est de ne pas investir ou d'investir en étant beaucoup trop prudent. Je te donne un exemple. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 32. OK. T'as 32, ça veut dire que théoriquement, si on dit que tu vas prendre ta retraite à 65, t'as comme 33 ans là, et plus de rendement devant toi. Fait que là, il faut que je me dépêche. Là. Oui et non. En fait, ce que ça veut dire, c'est que théoriquement, l'année prochaine, tu n'auras pas besoin de ces fonds-là. Ouais. Donc, tu peux te permettre de prendre des investissements qui sont volatiles parce que même si tu fais 10 20 30 puis moins 10, tu ne devrais pas encaisser lorsque ça va arriver à moins 10. Fait que ça te donne un horizon de placement qui est très long, donc tu devrais prendre plus de risques. Et quand on parle de risque, c'est en fait accepter plus de mouvements, de volatilité. C'est ça le risque au niveau du profil d'investisseur. Parce que dans le fond, la bourse, c'est sur du long terme. Il faut. Bien, c'est pas uniquement du long terme, dans le sens que tu peux faire ce que tu veux là-dessus. Tu peux faire des transactions puis clôturer ta position à la fin de la journée. Ça s'appelle du day trading. Fait que tu peux générer du revenu comme ça. Tu peux faire du swing. Ça, c'est des transactions quelques jours, quelques semaines. Sauf que pour la grande majorité du monde, la meilleure façon de générer des rendements consistants dans le temps, c'est le long terme. C'est ça. Fait que mettons que moi, j'achète une action aujourd'hui, là, tu sais, puis que là, je sais pas, moi, demain, ça crash. Là. Faut pas que je la vende demain, là. Non, sauf que, encore une fois, si tu ne sais pas dans quoi tu investis, tu vas pogner tu vas avoir peur. Tu vas vouloir vendre juste parce que tu cèdes à la panique, puis tu te dis, OK, mais jusqu'où ça va descendre? Ça va descendre 20 mais ça dépend 50 ça descend d'un autre 30 je viens de perdre la moitié. Si tu as mis 10 000, tu es rendu à 5 000. Je veux dire, ta valeur marchande. Avec là, tu commences à faire comme wow. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu vois ça sur un horizon à long terme. Puis là, on parle d'acheter une seule action. Ça aussi, je pense que c'est une erreur. Pour la majorité du monde, si tu as 10 000 à investir, mais pas 10 000 dans une compagnie, puis après ça, tu croises les doigts que ça monte. Il faut que tu diversifies ton portefeuille. Fait que une des manières, c'est les fonds indiciels. Mais sinon, tu peux le faire de manière autonome. Puis, de mon côté, je vais gérer ma pondération selon une diversification sectorielle, géographique, classe d'actifs, tout ça, pour que globalement, je diminue le risque global de mon portefeuille. Quand tu gères, dans le fond, tes trucs en bourse, c'est avec la bourse internationale, c'est pas la bourse de Toronto. En fait, la majorité des courtiers, des plateformes de courtage en ligne vont te donner l'opportunité d'investir dans les marchés canadiens, donc le TSX, la bourse de Toronto, ou les marchés américains, donc la bourse de New York, le Nasdaq. Et là, déjà là, tu as en masse de possibilités. Mais là, ça veut pas dire que tu ne peux pas investir dans les autres marchés, le marché asiatique, européen, australien, tout ça, sauf que la plupart du temps, tu vas passer via un fonds indiciel qui, lui, va inclure les autres marchés, les marchés émergents, australiens et tout. Fait qu'il y a une manière d'avoir une exposition à ça, mais c'est pas tous les courtiers qui te permettent d'acheter des actions, par exemple, d'une compagnie japonaise ou d'une compagnie en Europe, par exemple. Je comprends. Puis, avec le contexte économique actuel, puis la politique surtout, tu penses qu'il faut qu'on ait peur pour l'avenir? Je pense que les médias vont nous faire déjà en masse peur. Là, je veux dire, c'est une crise après l'autre. Là. Avant, c'était la guerre en Ukraine, les feux de forêt. Il y a eu la COVID pendant 2 ans. Là, c'est les tarifs douaniers de Trump. Il y a tout le temps quelque chose qui va nous faire peur. Je pense pas qu'il faut jamais céder à la panique. Je suis pas en train de dire qu'on ne tombera pas en récession. Moi, ça fait depuis 2023 que j'anticipe une récession. Là. Fait que, sauf que
faut pas que ça vienne nuire à notre stratégie d'investissement. Au contraire, dans ces périodes d'incertitude-là, d'inquiétude, de peur sur les marchés, souvent, ça vient avec des opportunités d'investissement intéressantes sur le long terme. Puis du côté personnel, business, finances perso, oui, tu peux te préparer face à une récession. Je pense pas que c'est le meilleur moment de t'engager dans des obligations financières ou de prendre des risques outre mesure. Sauf que quand même, empêche-toi pas de partir en affaires, d'aller chercher d'autres jobs, de vivre ta vie puis de prendre des risques niveau business juste parce que tu as peur qu'il y ait une récession. Mm-hmm. On arrive déjà à la fin de l'épisode. On va aller poursuivre la discussion sur le Patreon, donc à l'Inspiration continue. Si vous voulez vous joindre à nous, le lien va être dans la description. Alexandre, merci. Avec plaisir. Fait qu'on se retrouve sur le Patreon.